Bienvenue à cette nouvelle webconférence, une webconférence sur un sujet d'actualité, puisque ensemble nous allons échanger sur la réforme du droit du travail, un sujet qui vous touche. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le nombre très élevé de participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Pour parler de cette réforme du droit du travail, Stéphane Béal, directeur du département droit social de chez Filial. Bonjour. Bonjour. Pour parler de cette réforme du droit du travail, nous allons nous appuyer sur une étude que nous avons partagée et une étude que nous avons réalisée ensemble, Filial et Amplitude, sur ce thème, les vraies attentes des dirigeants d'entreprise. Il nous semblait important à un moment, je dirais, crucial dans la vie sociale du pays, l'élection du nouveau président, d'une nouvelle majorité et d'un nouveau projet, de demander aux entreprises leurs attentes en matière d'évolution du droit social, puisque elles sont nombreuses à critiquer aujourd'hui la grosseur du Code du travail. Et il nous semblait intéressant de creuser dans cette direction. Alors, cette enquête a été menée en avril 2017 auprès de 200 entreprises environ, réparties sur tout le territoire national, et qui, dans leurs réponses, représentent bien le tissu économique. Et une chose qui est intéressante à noter, c'est que nous avons eu près de 30% de répondants de direction générale, ce qui montre bien, pour peu que ce soit nécessaire, l'importance que revêt le droit social dans la vie de l'entreprise. Nous allons démarrer une précision. Vous rappelez que vous avez la possibilité de nous poser des questions sur l'actualité ou sur les slides qui vont passer via le chat et nous pourrons la traiter avec Stéphane en temps réel. La première question que nous avons posée aux répondants, c'est quels sont les sujets sur lesquels le gouvernement devrait engager des réformes. Et là, trois grandes tendances sont apparues, vous les avez à l'écran. La première, la sécurisation de la rupture du contrat de travail. La seconde, la réforme des procédures de licenciement des salariés protégés. Et la troisième, la représentation simplifiée du personnel. Est-ce que ces résultats, Stéphane, sont étonnants par rapport à l'actualité, par rapport à votre pratique, par rapport à l'accompagnement que vous avez, que vous menez dans les entreprises? Alors, sur les 3 points qui viennent d'être évoqués, il y en a peut-être 2 qui, évidemment, ne me surprennent pas. La sécurisation de la rupture du contrat de travail et la simplification de la représentation du personnel. En revanche, c'est vrai que le dernier point qui est beaucoup plus précis qui concerne les salariés protégés est un peu plus surprenant, même si on sait que beaucoup de contentieux et que les ruptures avec ce type de salariés est particulièrement délicat et difficile à traiter. Donc, pour le moins, effectivement. Alors, sur ces 3 points également, je crois qu'on peut dire que dans les projets d'ordonnance, les ordonnances qui arriveront, et on le voit dans le projet d'habilitation, 2 de ces points sont traités, en tout ou partie. En revanche, le dernier que j'évoquais, le salarié protégé, ne l'est pas. En tant que tel, il n'y a rien sur la rupture des contrats de travail des salariés protégés. Les 2 premiers points sont abordés. Sécurisation de la rupture du contrat de travail. Alors, de différentes manières, sur, non pas la procédure de licenciement en tant que telle, qui n'est pas traitée de façon spécifique, mais plutôt sur les conséquences de la rupture et la possibilité pour une entreprise d'évaluer le coût de la rupture, bien évidemment en matière d'indemnité de licenciement, mais ça c'est déjà le cas, tout le monde sait à calculer, mais plutôt sur l'aspect dommage-intérêt. À combien puis-je être condamné dans l'hypothèse où le Conseil de prud'homme ou les juridictions de degré supérieur reconnaîtrait que le licenciement est sans cause sérieuse. Et ça, c'est un sujet qui devrait être traité. En tout cas, c'est clairement l'un des objectifs. On se rappelle de la première tentative avec la loi Macron, qui a été un échec puisqu'il y a eu une censure du Conseil constitutionnel. Il y a eu différentes tentatives depuis.
jusqu'à la loi travail, mais l'on sait tous que cela a été retiré alors que ça figurait dans le premier projet de la loi. Et là, en revanche, ça va revenir, évidemment, puisque ça faisait partie marqueur dans le programme d'Emmanuel Macron, candidat. Donc ce terrain-là, ce sujet en tout cas va être traité, on verra comment, parce que la difficulté et l'intérêt c'est bien évidemment de dire à combien on va plafonner, hein, mettre un plancher et plafonner les dommages et intérêts. Toute la question c'est on les plafonne à combien, ça va être ça la véritable question. Je reviens maintenant sur la simplification de la représentation du personnel. Alors c'est quelque chose qui court depuis longtemps. Hein. On a eu une première simplification, alors, il y a déjà très longtemps, avec la délégation du personnel hein, pour les entreprises de moins de 200. On sait tous que la loi travail est venue compléter le dispositif en élargissant le champ des entreprises qui peuvent avoir recours à la délégation du personnel, puisque le seuil est passé de 200 à 300. Et surtout, cette nouvelle délégation du personnel regroupe maintenant délégués du personnel, CHSCT et CE. Alors que précédemment, ce n'était que délégués du personnel et comité d'entreprise. Et pour les entreprises de 300 et plus, possibilité d'avoir une instance regroupée, fusionnée, hein, peu importe cette terminologie, mais à condition de conclure et de le prévoir dans le cadre d'un accord collectif majoritaire. Donc ça, voilà, ça c'est l'étape de la loi travail. Et là, pour le coup, dans le projet de loi d'habilitation, hein, on n'est pas encore dans l'ordonnance, on va encore plus loin. On va encore plus loin puisque le principe serait l'instance fusionnée. Alors l'instance fusionnée, c'est-à-dire regroupant les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, avec les attributions des trois, bien évidemment. Donc, vous me direz, quelle est la différence par rapport à la loi travail? La différence, elle est fondamentale. C'est que dans la loi travail, la délégation du personnel, certes, c'est à l'initiative de l'employeur, on consulte le représentant du personnel pour savoir s'ils sont d'accord. S'ils ne le sont pas, c'est pas grave, on peut passer outre. Par contre, pour les entreprises de 300 et plus, pour l'avoir, il faut un accord majoritaire. Dans le projet, on inverse le raisonnement, puisque c'est le principe est d'avoir une seule instance, et on pourrait, si les entreprises le souhaitent, par accord, en revanche, revenir à un mécanisme qu'on peut connaître actuellement, qu'on connaissait antérieurement en scindant les représentations. Donc on inverse complètement le paradigme, était peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas le raisonnement, et ça c'est quand même très différent. Ça c'est la première étape. Il y a une deuxième étape dans le projet, alors qui est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre, hein, sur le plan technique, juridique en tout cas. On va au-delà et on y ajoute les attributions des délégués syndicaux. C'est-à-dire que cette instance aurait en même temps le pouvoir de négociation qui est à ce jour réservé aux délégués syndicaux. Donc là, pour le coup, c'est délégués du personnel, comité d'entreprise, CHST et délégués syndicaux. Alors, est-ce que ce pouvoir, alors, comment ça sert? Ça reste la question. Là, c'est un grand mystère, mais ça pose des questions techniques, juridiques assez complexes, au regard de nos engagements. Et on peut imaginer aussi que ce soit quelque chose qui soit négocié dans les... Alors là, à ce jour, c'est vrai que le projet de loi d'habilitation, autant, et on voit bien les contours généraux, hein, certes, mais les contours quand même de l'instance simplifiée. En revanche, l'instance unique, totalement fusionnée avec les attributions des délégués syndicaux, là, en revanche, ça reste plus vague et plus flou. Donc là, il va falloir attendre un petit peu d'abord les échanges qu'on a entre les partenaires sociaux, hein, actuellement, encore, et puis le choix technique qui sera fait, puisqu'il y a quand même pas mal de difficultés. Encore. Alors, merci pour ces précisions. Une spécificité de l'étude que nous avons menée, c'est de nous intéresser aux récentes réformes qui ont été opérées par les précédents gouvernements,
Et donc, on citait 12 réformes récentes. Et manifestement, c'est peu de dire que peu sont plébiscités par les praticiens, puisque 3 réformes seulement sur les 12 étaient jugées satisfaisantes. La généralisation de la complémentaire santé, la portabilité des garanties prévoyance et la rémunération des stages. Ce qui, je dirais, est assez peu étonnant, ce sont des réformes qui font consensus, des réformes sociales qui sont tout à fait intéressantes, équilibrées. En revanche, 2 sur lesquels les entreprises souhaiteraient que la prochaine législature revoie, c'est le compte personnel d'activité, on reverra tout à l'heure cette complexité à mettre en œuvre, et puis la réforme des conseils des prud'hommes. Alors, si le compte personnel d'activité, on voit bien en quoi les entreprises sont peu fans de ce dispositif, pour autant, la réforme des conseils des prud'hommes porte, elle, un peu plus de questions. Oui, alors, Philippe, j'aimerais revenir quand même un mot sur le compte personnel d'activité, parce qu'en fait, derrière le compte personnel d'activité, hein, quand on décortique les choses avec les répondants, on se rend compte que c'est pas le compte personnel d'activité en lui-même qui pose une difficulté, puisque les entreprises sont très peu concernées. Là, elles le sont en revanche, malgré tout, dans le compte personnel d'activité, c'est sur le compte pénibilité. En fait, c'est ça qui est visé. Et on sait que l'un des objectifs est de simplifier, pas de remettre a priori, hein, pas de mettre complètement de côté le compte pénibilité, mais en tout cas de revoir son mécanisme qui a été jugé par tout le monde complexe, lourd, pour les PME, encore plus lourd évidemment. Donc je crois que derrière le compte personnel d'activité, c'est surtout le compte pénibilité qui est visé. Alors, clairement ça. Sur la réforme des conseils de prud'hommes, c'est vrai que en tant que telle, la réforme a été jugée comme intéressante et peu satisfaisante. Et pourtant, là aussi, la réforme du conseil de prud'hommes, je pense qu'il faut distinguer 2 éléments. Un que nous avons abordé déjà, qui est, à mon sens, comment dirais-je, la barémisation des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause sérieuse. C'est ça dont il est véritablement question. Parce que la procédure, voilà, parce que la réforme de la procédure devant les conseils de prud'hommes, je dirais que a priori, les entreprises sont assez peu concernées directement, parce que c'est quelque chose qui va se passer, ça va concerner leurs avocats, leurs conseils, les délégués syndicaux qui vont conseiller les salariés, etc. D'ailleurs, à ce titre, on se rend compte que cette réforme, elle a quand même une première conséquence, c'est la diminution absolument considérable des saisines dans les conseils de prud'hommes. Il y a 30%. Il y a une chute de plus de 30%, et dans certains conseils, ça va au-delà de 40%. Donc il y a 40% de saisines en moins depuis plusieurs mois, ce qui est absolument considérable, c'était jamais vu. Alors, tout le monde, effectivement, met cela sur le dos de cette réforme qui est effectivement complexe, on rend la saisine un peu plus difficile, donc effectivement ça a limité les... Mais je crois que pour les entreprises, en revanche, ce qui est important, c'est la barémisation, dont nous avons parlé il y a quelques instants, et c'est cela où véritablement il y a une attente, manifestement, ce qui permet aux entreprises d'avoir un caractère prévisible dans les ruptures. Si mon licenciement est sans cause sérieuse, voilà à combien je suis susceptible de payer. Et ça c'est un point qu'on voit dans les études depuis fort longtemps, et qui devrait d'être traité, puisque comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été tenté par l'actuel président de la République lorsqu'il était ministre, et sans succès, mais là je pense que ça devrait être la bonne. Ça devrait être la bonne. Reste la question, comme on le disait tout à l'heure, quand même, combien? C'est ça la question, combien? C'est le cœur du sujet. Et ce combien pouvant d'ailleurs, en pratique, hein, c'est un peu la crainte, nous, en tout cas, conseil, c'est vraiment notre crainte, c'est que le plafond devienne en pratique la norme. Là, pour le coup, le combien est encore plus important. C'est ça. Comme ça, on va regarder ça attentivement dans les semaines qui viennent, parce que c'est un des chiffons rouges, jugé comme chiffon rouge par les organisations syndicales, et donc ça risque d'être un petit peu compliqué à négocier. On regardera ça attentivement. Alors, on a posé aussi la question de l'innovation à nos entreprises.
entreprises répondantes, quelles sont les réformes qui vous semblent innovantes, et là aussi assez peu jugées comme innovantes, mais assez étonnant, la généralisation de la complémentaire santé et la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche. Voilà. Donc, on a sur ces deux thèmes-là, le premier qui vient d'être cité sur la généralisation des complémentaires santé, ça peut paraître un peu étonnant dans la mesure où, alors bien sûr, on voit le côté très positif pour les salariés, hein, au moment où on se rend compte que le secteur social, petit à petit, c'est quand même désengagé, un tas de remboursement depuis quelques années, ça va sans doute continuer, mais en tout cas, ça peut paraître surprenant dans la mesure où c'est quand même une cotisation, des charges supplémentaires pour les entreprises. Donc, c'est vrai que c'est une réponse qui nous a bien avoué un petit peu surpris. Ouais. Mais bon, c'est d'autant plus qu'on a pas mal de répondants d'entreprises de moins de 250 salariés, donc voilà, qui sont directement touchés. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Maintenant, clairement, c'est un côté très positif dans l'attractivité. Hein, pour les entreprises, c'est évident. Sur la primauté des accords d'entreprise, là, en revanche, les réponses ne sont pas surprenantes. Je serais presque surpris qu'il n'y en ait pas plus, parce que c'est véritablement quelque chose qui est une demande depuis des années des politiciens mais des entreprises, c'est-à-dire que les branches ne soient pas l'alpha et l'oméga de la réglementation du droit du travail dans l'entreprise. Alors, il y a la loi, bien sûr, mais on connaît l'importance des négociations de branches. Et pour le coup, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène, hein, cette primauté des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche, c'est un phénomène qui a commencé il n'y a pas longtemps. Hein, je ne voudrais pas revenir pour nos participants trop longuement sur le sujet, mais ça a commencé quand même avec l'euro. On retrouve déjà une prémisse, un petit quelque chose dans les lois euro. Ça a continué avec la loi de 2004, ça a continué avec la loi de 2008, principalement, où on avait la primauté des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. On entend primauté, ça veut dire une chose. Ça veut dire que même si l'accord de branche dit autre chose, ou verrouille, hein, dans le jargon, ça veut dire met une clause pour indiquer aux entreprises qu'elles ne peuvent pas faire moins bien, eh bien, l'accord d'entreprise peut malgré tout faire moins bien, différemment, mais moins bien. Ça, c'est ça la véritable primauté. Et elle existe dans la loi depuis 2008 concernant certains sujets en matière de durée du travail. La loi travail du mois d'août, déjà 2016, eh bien, va plus loin, puisqu'elle généralise pratiquement sur tous les sujets en matière de durée du travail, repos et congé, la primauté des accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. Donc ça, c'est quand même quelque chose, c'est un mouvement finalement qui a commencé il y a un moment et qui se poursuit. Et là, très clairement, l'un des objectifs des ordonnances est d'élargir encore ce champ. Alors, bien évidemment, toute la difficulté et tout l'intérêt, tout l'enjeu, je dirais, c'est quelles vont être les entreprises qui vont être concernées, et plus précisément, quels sont les domaines que l'ordonnance, la loi pour schématiser, va laisser, en plus de ce qui existe déjà, aux entreprises, au domaine de l'accord d'entreprise et la primauté de ces accords d'entreprise. Donc ça, c'est une question absolument centrale entre les rapports entre les accords de branche et les accords d'entreprise. Et ça, c'est effectivement une question centrale. Les partenaires sociaux au niveau des branches ont déjà été appelés à négocier sur ce sujet. C'est un des objectifs de la loi travail. On le retrouve d'ailleurs dans le projet de loi d'habilitation. Ils vont devoir négocier et déterminer quels sont les domaines sur lesquels ils veulent verrouiller ou pas. Donc là, il y a un véritable enjeu. Donc cette réponse n'est pas surprenante. Mais c'est vrai qu'à ce jour, hein, les entreprises n'ont pas saisi toutes les opportunités qui existaient déjà en matière de durée du travail. C'est bien lié. Alors, on parlait tout à l'heure du CPA. On le retrouve là dans la complexité, mais à nouveau, on est plus sur la pénibilité que vraisemblablement le compte personnel d'activité.
licenciement économique, on retrouve la primauté des accords d'entreprise et on retrouve la réforme de la procédure prud'homale comme étant complexe à mettre en œuvre et à comprendre pour les entreprises. Donc, à nouveau, cette complexité du droit social et à nouveau, cette complexité de mise en œuvre. Oui, alors, bon, le CPA, bon, évidemment, on n'y revient pas, c'est de compénibilité manifestement. Sur le licenciement économique, bon, la procédure, alors, le licenciement économique a fait l'objet de différentes réformes. Hein, tout le monde se souvient de la loi de 2013, loi de sécurisation de l'emploi, qui a réformé toutes les procédures de licenciement. Donc c'est vrai que cette réforme-là a été absolument quand même essentielle. On est passé, pour les PSE, plans sociaux, on est passé d'un contrôle judiciaire à un contrôle administratif. Hein, ce sont les directs maintenant qui vont homologuer, valider les PSE, et puis ça fait l'objet d'un contentieux éventuellement devant les juridictions administratives. Alors c'est vrai que les procédures sont complexes, mais à l'utilisation de ces procédures, on se rend compte quand même que il y a un effet plutôt positif, puisqu'il y a d'abord un encadrement des délais, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc ça c'est quand même une grande nouveauté de 2013, et les délais sont donc prévisibles, tenus. Donc ça c'est une première chose. Le contrôle de l'administration borne un peu les choses, ce qui veut dire que derrière on a, je ne dirais pas qu'il n'y a plus de contentieux, mais il y a moins de contentieux individuels. Alors peut-être que dans nos participants, il y en a certains qui vont dire, bah oui, dans mon cas, ça n'a pas été cette hypothèse-là, c'est possible, mais globalement quand même, en moyenne, on constate qu'il y a beaucoup moins de saisines individuelles dans le cas de contentieux prud'homo après un licenciement économique, lorsqu'il y a eu homologation et validation par la directe. De toute façon, les licenciements ne peuvent pas intervenir sans cette homologation ou validation. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, et on le retrouve dans la loi travail, il y a eu un début de quelque chose dans la loi travail qui a été il y a eu une tentative. La première tentative, ça a été de limiter le périmètre d'appréciation du motif. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Je pense qu'on va y revenir. Enfin, il y a une discussion avec les partenaires sociaux, ça ne va pas être très simple sur le sujet, puisqu'on sait déjà que dans le cadre de la loi travail, c'est une disposition qui a été mise de côté. En revanche, dans la loi travail, et une difficulté enfin pareil, complexe à mettre en œuvre, c'est la précision, quelques précisions apportées dans le cadre de la définition du licenciement pour motif économique, avec les difficultés, baisse du chiffre d'affaires, baisse du résultat, etc., en fonction de l'effet sur une certaine durée, en fonction de la taille de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est quelque chose, moi personnellement, je n'étais pas complètement favorable parce que je pense que, contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'elle suscite plus d'interrogations et de risques qu'autre chose. Mais bon, je ne suis pas convaincu que c'est quelque chose sur lequel qui sera modifié. En revanche, il est possible, probable, sous réserve, comme j'indiquais, des discussions avec les partenaires sociaux, qu'il y ait à nouveau des dispositions sur le périmètre d'appréciation du motif économique. C'est un point important, alors, pour être peut-être plus clair, parce que ça ne peut pas paraître ésotérique, mais à ce jour, la Cour de cassation, très clairement, considère que le motif économique doit être apprécié, le motif économique, je précise, difficulté économique ou sauvegarde de la compétitivité. Et bien ça doit être apprécié au niveau du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise, donc sur un périmètre monde. Actuellement, on est dans le même secteur d'activité, un groupe, évidemment. Et ça, évidemment, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Et c'est assez incompréhensible quand vous expliquez à un actionnaire américain que la filiale française ne peut pas procéder à des licenciements économiques parce qu'elle perd de l'argent, mais qu'elle a la chance ou la malchance d'appartenir à un groupe qui, sur le même secteur d'activité, ailleurs, gagne de l'argent. C'est quand même assez incompréhensible. Je peux le comprendre, sur le plan économique, c'est quelque chose d'assez incohérent. Donc, cette jurisprudence-là, qui existe depuis des années, je pense que là du siècle dernier, eh bien, la première chose, c'était d'essayer, avec la loi travail, de limiter ce champ
passant d'un périmètre monde à un périmètre français. Et finalement, ça c'est passé à la trappe. Pour le coup, l'idée c'est de revenir sur le sujet. La question c'est quel périmètre sera choisi dans le cadre de l'ordonnance. Est-ce qu'il sera choisi un périmètre France, un périmètre Europe? Bon, si c'est un périmètre France, il s'agira d'un progrès assez important. Si c'est le périmètre Europe, c'est toujours bon à prendre, mais c'est quand même loin d'être suffisant. Donc voilà, ça sur le licenciement économique, il y a quand même encore des choses à attendre. À discuter, à observer et effectivement à commenter dans quelques semaines. Et nous avons terminé cette étude sur l'impact pour les entreprises. Là aussi, des éléments différenciants sur les impacts bénéfiques. On a la primauté des accords d'entreprise, on a la complémentaire santé, on a la simplification du bulletin de paie, la fusion des instances de représentation du personnel. On en parlait tout à l'heure. Donc là, on retrouve un peu le fil rouge des ordonnances et des débats qui vont avoir lieu, qui devraient permettre la simplification de la vie des entreprises. Alors, il y a un point sur lequel je dois revenir, c'est la fusion des instances représentatives du personnel. On se rend compte dans l'étude, et particulièrement le voit sous les yeux, qu'il y a 56% des entreprises qui considèrent que cela a eu un impact positif, puisque c'est quand même ça le sujet. C'est un chiffre à la fois important et relativement faible, mais qui peut s'expliquer. Pourquoi il peut s'expliquer? Parce que la fusion des instances, faut-il encore qu'on soit dans la capacité de le faire? Je m'explique. Quand on veut mettre en place une IP, faut-il encore que l'on soit, pour les entreprises qui en avaient déjà une, qui avaient un comité d'entreprise, CHSCT, etc., qu'on soit au renouvellement d'élection. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore, je dirais, tenté, engagé des choses et qui n'ont pas pu la vivre, cette simplification-là. Donc, je crois qu'il faut relativiser un peu la chose. Quant aux entreprises de 300 et plus, qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, sur la possibilité pour elles, par accord majoritaire, de fusionner leurs instances, il faut bien avouer qu'il y a quand même assez peu d'accords à ce jour. Ça reste quand même assez limité. D'où l'intérêt, comme on l'a évoqué aussi, d'inverser le principe et de partir d'un principe de fusion, de décloisonnement éventuellement. Gain de temps, gain d'argent, simplification dans le mode opératoire. Stéphane, on est vraiment, je pense, là au cœur des réformes à venir, ou en tout cas au cœur des conséquences pour les entreprises. Ce sont des réformes, on vient de le voir, qui ont un impact important sur la sécurisation du chef d'entreprise, sur la visibilité des dépenses éventuelles, sur le gain de temps. On est au début des discussions, pour autant, on voit que ça se passe pas trop mal. Vous avez des... On va être prudent, mais pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. Ouais, jusqu'ici tout va bien. Alors, il y a à part la CGT, mais qui a déjà annoncé sa manifestation, comme tout le monde en a entendu parler le sait, qui prend sa posture, la suite sur le travail. En revanche, sur les autres organisations syndicales, c'est vrai on peut être assez surpris. Quand on dit les autres, c'est plutôt FO, essentiellement, parce que CFDT, on peut bien, était déjà dans cette ligne réformiste partenaire. FO, en revanche, c'est étonnant. Oui, c'est plus surprenant. Alors, il faut être très prudent. On est au début. On est encore au début. Il y a quand même pas mal de discussions, donc jusqu'au 21 juillet, donc il reste pas mal de sujets difficiles à aborder. Il y en a certains qui ont été abordés, aussi dans le cadre de la concertation. Il y en a encore de nombreux sur le licenciement éco, notamment le contrat de chantier, qui est quelque chose d'important et sur lequel on risque d'avoir quelques tensions. Donc il y a quand même des sujets encore difficiles. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est assez surpris d'une certaine retenue, de FO en particulier. Encore une fois, c'est pas surprenant, mais de FO, la CFE-CGC également,
qui avait mis un certain nombre de critiques un peu surprenantes dans le cadre de la loi travail, mais là pour l'instant qui semble assez silencieuse, en tout cas à ce jour, encore une fois, je pense être extrêmement prudent. Donc oui, là, il va falloir veiller, attendre et être très attentif aux semaines qui viennent, parce que le retour de l'été risque d'être un petit peu la rentrée chaud. La rentrée sera chaude. Nous arrivons au terme de nos échanges. Merci infiniment Stéphane pour ces éclairages précis, techniques et ô combien enrichissants, comme toujours. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis tout au long de ce premier semestre. Nous avons réalisé une dizaine de webconférences. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Cette webconférence est la dernière avant l'été. Nous nous retrouverons au mois de septembre. Vous serez invités sur de nouveaux sujets que nous réfléchissons d'ores et déjà, toujours concrets, toujours pratiques, toujours opérationnels pour alimenter votre réflexion, pour vous permettre de benchmarker. Vous aurez la possibilité de revoir cette webconférence comme celle passée sur notre site internet amplitude-consulting.com. Si vous avez des questions à poser à Stéphane, vous avez les coordonnées qui s'affichent. D'ici là, passez d'excellentes vacances. Nous nous retrouvons au mois de septembre. Merci Stéphane et à bientôt. Au revoir.